Bonjour, je vous propose aujourd'hui la présentation de Deep State, un jeu de Konstantin Seleznev, un auteur russe dont on n'a pas forcément vu les jeux ici en France, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Moi j'en ai jamais connu d'autres, à part un qui a fait un petit buzz au moment de sa sortie, dont on n'entend plus vraiment parler maintenant, il s'agit de Cult, qui était un jeu de placement d'ouvriers assez particulier, où on essayait d'invoquer une puissance démoniaque, du style Toulouse, ou ce genre de créatures ignobles. C'était un jeu assez particulier, très intéressant, au final, très agréable. Et voilà, ce jeu auquel j'ai eu l'occasion de seulement jouer 2 fois, et il y a très longtemps, il m'est revenu en mémoire, il n'y a pas longtemps, et j'ai regardé un petit peu ce que l'auteur avait fait depuis, et entre autres, il y a ce jeu donc, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, du même auteur, qui s'appelle Deep State, qu'on peut trouver dans certaines boutiques en France. Il est en anglais par contre, il n'a pas été traduit, même si ça ne pose pas énormément de problèmes, on va dire, en jeu, même pour quelqu'un qui ne parle pas très bien l'anglais. Vous allez voir, il y a des cartes de traité qu'il va falloir lire pendant la partie. Là, sinon, la plupart des cartes qu'on utilise en jeu n'ont pas forcément de texte, ou alors un texte très simple. Donc voilà, c'est relativement utilisable par des non-anglophones, en tout cas des gens qui ne parlent pas très bien l'anglais. Deep State. Alors, comme vous voyez, si vous regardez la couverture, hein, vous voyez, il y a un côté comics américain. Eh ben, le jeu, les cartes du jeu et le jeu en lui-même va être dans le même style, complètement. Alors, on adhère ou pas, mais en tout cas, ce jeu a vraiment non seulement une identité visuelle, mais aussi vraiment une véritable identité thématique. C'est-à-dire que, vous allez voir, on va jouer en gros un pouvoir. Alors on nous dit pas à qui, hein, si on fait partie, si on est un pays, si on est un lobby, si on est un groupe de francs-maçons ou quoi, où on nous explique pas réellement qui on est nous en tant que joueurs, mais en tout cas on détient un certain pouvoir et on va essayer d'agir sur les médias, sur les politiques, on va essayer d'agir sur le monde de l'argent, le monde des médias, le monde de la science, etc. pour asseoir notre pouvoir sur le monde. Donc ce jeu a un thème vraiment très particulier. C'est pas du tout pris au sérieux, hein. C'est plutôt une satire. Hein. Je dirais, c'est plutôt pris d'une manière satirique. Mais on est plutôt sur un jeu abstrait, vous allez le voir aussi. On essaye d'obtenir des cartes de certaines couleurs, on score quand on a un certain nombre de cartes, voilà. Mais néanmoins, la thématique ressort énormément du jeu, et non seulement par les visuels, mais aussi par les mécaniques. Même si je pense qu'on pourrait ranger le jeu dans la catégorie des jeux abstraits, des jeux de cartes abstraits à la Splendor par exemple, mais en plus complexe. N'empêche que ce jeu garde vraiment une thématique très très forte et assez inhabituelle. Alors voilà, j'ai décidé de vous présenter ce jeu parce que moi il m'a beaucoup plu. Voilà, c'est déjà une bonne raison. Il existe une extension que je n'ai pas encore obtenue parce que moi j'ai acheté le jeu sur Philibert, ils n'avaient plus l'extension à ce moment-là. J'ai réussi à la trouver entre temps, donc elle devrait arriver d'ici peu. Je vous en parlerai, je pense, à un moment ou un autre de l'extension qui a l'air très marrante. Alors, je vais ouvrir la boîte, qui est un petit peu compliqué à ouvrir par contre. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être un petit défaut sur la boîte, mais il faut agiter un petit peu pour réussir à l'ouvrir. Vous voyez le contenu. On est sur un jeu essentiellement à base de cartes, mais vous allez voir qu'il y a un petit côté placement d'ouvriers aussi dans celui-ci. Il n'y a pas énormément de contenu, hein, mais il y a vraiment ce qu'il faut pour s'amuser, quoi. Il y a une variante, pas une variante, du moins une espèce d'extension déjà présente dans le jeu, qui consiste à un paquet de cartes particulier qu'on peut choisir de jouer ou pas. Je pense que la plupart des joueurs, de toute façon, vont vite l'intégrer à leur partie, sauf ceux qui veulent vraiment garder un jeu très abstrait, parce que ça rajoute un petit peu d'imprévisibilité, cette extension. Sinon, voilà, on est surtout sur un jeu à base de cartes, hein. Il n'y a pas de plateau de jeu.
Vous voyez, avec la pyramide, la fameuse pyramide qui fait beaucoup parler d'elle de nos jours. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Voilà, donc on est dans un design artistique qui est proche de celui des comics. Hein. Je dirais pas que les cartes, quand on les voit comme ça, sont particulièrement créatives ou belles, mais le jeu dans son ensemble a vraiment une patte visuelle intéressante en tout cas. Voilà. Voilà à quoi peuvent ressembler les cartes. On a quelques tuiles. Voilà. Élimination des obstacles. Alors vous voyez, le jeu est très cynique hein, dans sa thématique, hein, je vous l'ai dit. Élimination des obstacles, vous voyez une voiture brûlée, on imagine qu'on est en train de tuer des opposants politiques, d'assassiner des opposants politiques, etc. Neutralisation d'ailleurs des leaders politiques, voilà. Voilà, thématique très forte, et le jeu est agréable, entre autres, grâce à sa thématique, quoi. Mais il est très solide aussi au niveau des mécaniques et de l'intérêt du jeu, quoi. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de commencer l'explication? C'est un jeu qui doit coûter une 40aine d'euros, je crois. Bon, ça reste toujours peut-être un petit peu cher pour un jeu de cartes, essentiellement un jeu de cartes en tout cas, mais voilà, c'est pas un jeu qui a été tiré à de nombreux exemplaires, peut-être même qu'il venait d'un Kickstarter, hein, c'est possible, et qui s'est retrouvé avec quelques boîtes en retail. Voilà. Ça c'est le jeton de premier joueur, mais vous allez voir qu'il va faire beaucoup plus que d'être un simple jeton premier joueur. On a les allégeances, qui vont être très importantes aussi pendant la partie. Voilà. Et tout ça, ça va donner, comme je vous dis, une identité visuelle assez forte. Donc voilà, je vais commencer par vous expliquer ce qu'on fait dans Deep State. Je veux dire concrètement ce qu'on fait dans Deep State. Donc je vais faire une préparation. Oui, j'ai oublié de dire avant, le jeu, il y a un mode solo dans ce jeu que je trouve vraiment très très bien foutu. Si vous avez vu mes autres vidéos sur d'autres jeux de société, vous avez pu remarquer que moi je préfère plutôt prendre plusieurs camps dans une partie, quitte à jouer comme si je prenais le rôle de plusieurs joueurs d'un coup. Je préfère jouer comme ça, moi, en général, à mes jeux de société, quand je décide de faire des parties solo chez moi, en tout cas. J'utilise pas forcément les modes solo. Là, en tout cas, pour celui-là, je l'ai testé. Et je l'ai trouvé vraiment agréable, bien foutu, et il y a du challenge, quoi. Donc c'est ce que je vais vous présenter quand je présenterai une partie. Je vais vous présenter le mode solo, parce que ça devrait en intéresser plus d'un, de toute façon. Et voilà, moi, il m'a beaucoup plu. Donc voilà. Ça, c'est ce que je vous montre là, c'est les éléments... Non, même pas, non. Je me trompe complètement. Voilà, ça, c'est les éléments pour jouer au mode solo. Donc on va avoir des cartes. On va avoir voilà, des jetons. Ça demande très peu de matériel supplémentaire et les règles sont plutôt simples à comprendre. Voilà. Donc, je vais faire une mise en place et je vais vous expliquer comment on joue à Deep State. À tout de suite. Alors, voilà une mise en place classique de Deep State. Classique, donc sans forcément utiliser le mode solo. Pour ma présentation du jeu, pour l'explication du jeu du moins, je vais pas présenter directement les règles solo. J'ai mis en place là une partie telle qu'on la jouerait à plusieurs joueurs. Donc vous voyez, voilà, la mise en place est très rapide. Juste normalement pour une vraie mise en place, vous voyez ces cartes qui vont servir, mais pas à chaque tour, voilà, qui vont servir de temps en temps. Elles sont de 4 couleurs différentes. Normalement, bon, si on a la place, on met les 4 tas de couleurs séparés. Bon, moi je les laisse en un tas pour gagner un petit peu de place, ça change pas foncièrement les choses, de toute façon. Les joueurs commencent avec 3 petits meeples, comme ça, qu'on appelle des agents. Là, j'ai fait la mise en place pour 2 joueurs, donc voilà, 3 meeples par joueur. Même si le tas de cartes il est configuré pour 3 joueurs, parce que c'est comme ça que j'ai joué la dernière fois, je ne l'ai pas changé là. La seule différence c'est que le tas de cartes est plus grand, plus on a 2 joueurs, et plus le tas de cartes qui va être les cartes qu'on va essentiellement utiliser pendant la partie, plus le tas de cartes va être grand. Sachant qu'une partie se termine quand on arrive au bout du deck. Voilà, ce que vous ne verrez pas, ce sont les meeples des autres joueurs. Hein. On peut jouer jusqu'à 5 à ce jeu. Entre le mode 2 joueurs et le mode 5 joueurs, il y a
pas foncièrement de différence dans la façon de jouer. Il n'y a pas de règles différentes, si je ne dis pas de bêtises. Sauf, ce que vous ne verrez pas non plus, c'est lui, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le négociateur, je suis pas bien sûr. Voilà, ce jeton, enfin c'est pas un jeton, pardon, comment on va l'appeler, ce meeple quoi. Lui, on le trouve qu'à partir de 4 joueurs, si je dis pas de bêtises. Dans les parties à 4 ou 5 joueurs, voilà, on va l'intégrer. Il va avoir une petite spécificité, je la rappellerai s'il faut. Mais donc on ne le verra pas là, pour la présentation que je vais faire. Ce que vous ne verrez pas non plus, bah, c'est le reste des cartes, hein, mais essentiellement, même complètement. Les cartes qu'on a retirées pour jouer à 3 joueurs, pour jouer à 3 ou à 2 joueurs, essentiellement ce sont les mêmes. Hein. 4 ou 5 joueurs, ce sont les mêmes qu'on va retrouver, mais en plus grand nombre. Mais ça va faire une vraie différence. Ça, je l'expliquerai un petit peu. Et puis, voilà, des cartes de récapitulatif qui sont très très bien foutues. Et vraiment, s'il y a quelque chose à noter à propos de ce jeu, déjà pour commencer, c'est la qualité du livre de règles qui est, moi je trouve, exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens où, vraiment, il y a eu aucune zone d'ombre pour jouer au jeu. Tout a été très clair directement, ça a été très agréable de lire les règles. Il y a eu peut-être une petite zone d'ombre sur une des cartes d'action. Une des cartes d'action, la Hitman. Voilà, j'étais pas bien sûr de comment on l'utilisait. Voilà, là, je suis allé voir un petit peu dans le forum de Board Game Geek. Mais vraiment, à part ça, c'était hyper clair. Comment dire, chaque mécanisme est toujours expliqué avec des dessins, avec des croquis, enfin avec des schémas, ou avec bah, de toute façon, je vais vous montrer. Hein. Voilà, le livre de règles. En plus, il est très très bien illustré, il est beau. Vous voyez, à chaque fois, on a une explication détaillée, visuelle, de chaque mécanisme. Alors du coup, quand j'ai vu que le livre de règles faisait 23 pages, je me suis dit, bon, les règles vont être assez corsées quand même, mais non, pas du tout, c'est juste que c'est expliqué, c'est très très bien expliqué, ça prend la place qu'il faut, et au final, les règles se lisent très très vite, quoi. Et voilà, un livre de règles exemplaire pour moi. Vraiment, vraiment. Et en plus, on n'a pas que celui-là, parce qu'on a aussi, et ça c'est quand même assez exceptionnel aussi, on a en plus le guide de référence qui va répertorier chaque carte du jeu, chaque élément du jeu, en faisant une réexplication de cet élément si on en a besoin. Donc voilà, on tombe sur la Bilderberg, sur le groupe j'ai du mal, sur le groupe Bilderberg, voilà, on t'explique bien comment on utilise cette carte, les conditions pour l'utiliser, Lightman, donc c'est la seule où j'avais eu un petit peu de mal. Voilà, tout est expliqué en long en large dans le guide de référence si on a besoin d'une explication un petit peu plus détaillée. Et ça, franchement, chapeau. J'ai pas énormément de place, je fais comme je peux, donc je vais souvent prendre la caméra à la main, je pense. Parce que là, vous n'allez pas avoir une vision entière du plateau, enfin du plateau de l'ensemble de la mise en place. Donc je fais un petit tour rapidement. Ici, on a les cartes principales. Sachant que dans la partie, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Je vais les mettre déjà. Je vais faire une configuration pour 3 joueurs. Même si j'ai sorti que les meeples verts et rouges, je vais faire une config pour 3 joueurs. Donc si je dis pas de bêtises, à 3 joueurs, on sort 9 cartes du deck pour le premier round. Voilà. On a, si je me souviens bien, on a 8 cartes. Non, d'ailleurs, je viens de faire une bêtise. On ne sort que 8 cartes en réalité. Ouais. À 3 joueurs, on sort. À 2 ou 3 joueurs, on sort 8 cartes. À 4 joueurs, on sort 9 cartes. Et à 5 joueurs, on sort 11 cartes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce jeu? Tout simplement, on a nos cartes pour le round. Chacun notre tour, on va décider de prendre une carte. Alors, ça va être un peu plus compliqué que ça, bien entendu. Pour l'instant, je fais simple. Donc, on va décider de prendre une carte, par exemple. Moi, je vais prendre une carte bleue. Le joueur rouge va prendre une carte bleue. Le joueur vert va prendre Inner Circle, etc. Alors, les cartes principales, celles qu'on trouve en plus grand nombre dans le jeu, ce sont les cartes rouges, qui représentent un peu le pouvoir étatique. Il y a les autorités, il y a les médias, il y a les politiques, etc. Il y a les cartes bleues qui représentent la recherche, le pouvoir par la science.
Et il y a les cartes jaunes, voilà, qui représentent la sphère de l'argent. Donc là, on a les objets d'art, on peut tomber sur les banques, des cartes représentant les banques, etc. Ce sont les 3 couleurs principales, enfin c'est même les 3 couleurs sur lesquelles on va jouer pendant la partie. Donc on va essayer d'accumuler un maximum de cartes, sachant que chaque carte vaut 1 point. Ensuite, les autres cartes qu'on va trouver, c'est des cartes de ce type, c'est les cartes vertes, qui elles ne vont pas rapporter des points en tant que telles, mais vont jouer sur les autres cartes. Par exemple, ici, comment on comprend ça? Ça veut dire que quand on a la carte du gouvernement, pour chaque carte rouge qu'on aura à la fin de la partie, on gagnera 1 point de plus. Donc par exemple, si j'ai 4 cartes rouges à la fin de ma partie, je gagne 4 points. Si j'ai, en plus de mes 4 cartes rouges, la carte gouvernement, je regagnerai encore 1 point par carte rouge que je possède, donc je gagnerai encore 4 points. Voilà comment ça fonctionne. Il existe d'autres cartes vertes, ce sont les cartes, voilà, les cartes de... Donc vous voyez, Stock Exchange, ça va faire pareil que le gouvernement, mais avec les cartes jaunes. Voilà, c'est la bourse. Je vais essayer de la trouver. Voilà, ça c'est le crime organisé, donc... chaque fois qu'on a 3 fois une carte de chaque couleur, on gagne 3 points à la fin de la partie. Et on a... Hop. Je la trouve pas. C'est pas grave. On a les corporations, donc qui vont donner 3 points pour chaque autre carte verte qu'on possède. Voilà. Et, autre carte importante, ce sont les cercles... je sais pas comment on traduirait ça. Les cercles intérieurs. Les groupes, les lobbies, les groupes, ce sont des groupes de pouvoir qui vont appuyer un domaine en particulier. Alors comment on s'en sert dans le jeu? Quand on en a obtenu une, on peut la garder, et à la fin de la partie on gagnera 4 points, ou à n'importe quel moment, même à la fin de la partie, au moment de scorer, on peut l'attacher à une autre carte, et à ce moment-là, cette autre carte, si on l'attache au gouvernement, au lieu de donner plus 1 pour chaque carte rouge, il va donner plus 2. Voilà comment ça fonctionne. Ça aurait été pareil avec le crime organisé. Au lieu de donner plus 3 pour chaque groupe de 3 cartes, ça aurait donné plus 4, etc. Et l'autre façon de l'utiliser, c'est de l'attacher à une carte qui possède ce genre de symbole, qui correspond, si vous regardez, qui correspond aux allégeances, que j'expliquerai juste après. Voilà, les allégeances demandent un certain type de symbole. Si on attache un inner circle, un cercle intérieur à une carte de ce type, on double le nombre d'icônes tout simplement sur cette carte. Donc au lieu d'avoir une allégeance grâce au conseiller, une allégeance aux Nations Unies, on en aura 2 en attachant cette carte, la carte Inner Circle, au conseiller. Voilà comment ça fonctionne. Pendant un round, donc un round va durer jusqu'à ce qu'on ait pris toutes les cartes. Toutes les cartes devant nous. Par contre, à chaque tour de jeu, les joueurs vont pouvoir choisir seulement entre les 3 premières cartes, les plus à gauche. Ça veut dire que les autres, à quoi elles servent? Elles servent tout simplement à ce qu'on puisse anticiper ce qui va arriver et anticiper les ressources qu'on va conserver pour obtenir la carte qu'on veut absolument avoir. Voilà, ça permet d'anticiper et de pouvoir mener une espèce de stratégie. Donc premièrement, on ne joue toujours que pour les 3 premières cartes. Deuxième particularité du jeu, c'est que nos agents ne vont pas servir à rien, bien entendu. On va s'en servir justement pour obtenir les cartes. Alors de quelle manière? Je vais mettre les agents devant moi. Donc on n'a que 3 agents au départ, et on en a 7 en réserve. Ça veut dire que au maximum, pendant une partie, on va pouvoir avoir 10 agents pour nous. Donc il va falloir, ça va être aussi quelque chose qu'il va falloir savoir faire pendant la partie, c'est bien gérer ses meeples, et toujours, ce jeu n'est pas seulement tactique, il est aussi stratégique, avoir une vision à long terme sur ce qu'on veut faire. Parce que plus on va avoir d'allégeance, par exemple, sur différents tableaux, et moins on aura de meeples pour faire autre chose. Donc, deuxième particularité lorsqu'on cherche à obtenir des cartes, c'est que pour obtenir une carte, on va devoir mettre un certain nombre de meeples sur cette carte. Donc au début de la partie, comme je vous disais, on en a 3, et chaque carte va demander un certain nombre de meeples qui se trouvent ici. Donc ici, pour pouvoir obtenir cette carte, il va falloir mettre au moins un meeple. Très bien. Si vous regardez la carte de gouvernement, pour pouvoir revendiquer cette carte, il va falloir mettre 4 meeples dessus. Donc au premier tour du jeu, par exemple, ce sera impossible puisqu'on n'a que 3 meeples. En admettant que le joueur rouge s'est placé sur
la carte de recherche, quand arrive le tour du joueur vert, il a tout à fait le droit ou de choisir une autre des 3 cartes les plus à gauche pour se placer, ou alors de se placer aussi sur la carte de recherche. Mais dans ce cas-là, il doit obligatoirement mettre plus de meeple que le rouge en avait mis. Et le rouge récupère du coup son meeple, et pour ce tour-ci, il n'obtiendra aucune carte. Alors c'est un peu vachard, hein, dit comme ça, mais vous allez voir que le joueur vert ne l'emporte pas au paradis. Pourquoi? À la fin du tour, hop, chacun prend les cartes qu'il a gagnées. Très bien. Hop. Ensuite, une fois que tout le monde a pris les cartes qu'il a gagnées, on va récupérer un et un seul agent présent sur nos cartes. Ça veut dire que je vais imaginer qu'on est un petit peu plus loin dans la partie. J'avais encore 3 agents sur cette carte. Je viens d'en mettre 4 par exemple. On va dire que le rouge voulait cette carte, moi je la voulais absolument, j'en ai mis un de plus que lui, j'en ai mis 5, ok. Je récupère cette carte à la fin de mon tour. Qu'est-ce qui va se passer à la toute fin du tour? Je vais récupérer un agent sur chacune de mes cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les prochains tours, je vais être très embêté parce que moi je vais avoir très peu d'agents pour pouvoir acheter d'autres cartes. Puisqu'ils ils ne reviennent que un par un par carte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on décide de piquer une carte à un adversaire, lui, ok, on a piqué la carte à l'adversaire, on l'a empêché de faire ce qu'il voulait, et nous on a peut-être obtenu la carte que nous on voulait, mais en contrepartie, nous ça va nous coûter plus cher, ça va nous prendre plus de temps, en tout cas pour récupérer notre nombre de meeples qu'on avait jusque-là. Voilà. Et l'autre avantage que gagne le joueur vert pour avoir perdu sa place sur une carte, c'est que le joueur vert va avoir le droit, s'il se fait virer de sa carte, si ses agents se font virer d'une carte, il va avoir le droit de tirer gratuitement ce qu'on appelle, c'est pas celle-là, pardon, ce qu'on appelle une carte de traité. Voilà. Ça, c'est une carte de traité. Il aura le droit d'en tirer une gratuitement. Elles vont servir à quoi? Je vais l'expliquer tout de suite après. C'est des cartes qui vont permettre de scorer ou d'avoir des capacités spéciales pendant la partie. Ou de scorer différemment à la fin de la partie. Donc, je vous disais, on a aussi des cartes de traité dans le jeu, qui vont servir à quoi? On va en avoir 4 en début de partie. Alors, il y a différentes façons d'avoir ces 4 cartes. L'auteur nous conseille de prendre 4 cartes au pif pour notre première partie. Plus tard, il nous conseille de prendre tout simplement 6 cartes. Chaque joueur prend 6 cartes, il les regarde, il choisit d'en garder 4 pour son début de partie. Les 2 autres seront remises dans le deck. Et puis la dernière façon qu'il préconise, c'est de faire un draft. Donc dans ce cas-là, on prend aussi 6 cartes, on décide d'en garder une, on passe le tas à notre voisin, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait tous choisi 4 cartes. Voilà. Bon, peu importe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en début de partie, on a 4 traités. 4 traités. Les traités, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Voilà. On a quoi comme information sur un traité? Les prérequis pour pouvoir le jouer, ce qu'il va nous permettre d'obtenir, et éventuellement les points de victoire immédiats quand on va le jouer. Donc immédiats, enfin qui seront comptabilisés à la fin de la partie, mais en tout cas les points de victoire que la carte va donner une fois qu'elle est jouée, quoi. Et les traités, ils vont pouvoir être joués seulement à la toute fin du round. C'est-à-dire quand il ne restera plus une seule carte en face des joueurs pour ce round, on arrivera à la phase de traité, c'est-à-dire la phase pendant laquelle chaque joueur aura le droit de jouer une seule carte traitée qu'il mettra devant lui. Alors, donc pour les jouer, il faudra aussi avoir les prérequis. Par exemple, celle-ci, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande d'avoir déjà devant soi 3 cartes de science, hop, voilà, 3 cartes de science, et une carte de corporation. Donc la corporation, c'est une carte verte qui s'appelle corporation. Donc il faut avoir une carte verte particulière. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle demande? Elle va demander, elle est beaucoup plus facile celle-là à sortir, elle va demander d'avoir 2 cartes de finance, ou alors une seule carte de finance, mais une particulière. Celle-ci, voilà. Soit on a la carte valuable devant nous, donc les œuvres d'art, etc. Et dans ce cas-là, on pourra jouer cette carte. Soit on a 2 cartes finance quelconques devant nous. Voilà, les prérequis. Mais quoi qu'il en soit, on ne joue qu'une seule carte de traité par phase de traité.
Et donc ça va donner quoi? Bah, ça dépend. Il y en a qui vont donner déjà des points de victoire en haut à droite, qu'on peut voir ici. Il y en a qui vont donner des points de victoire, ou pas du tout d'ailleurs, et d'autres choses. Par exemple, celle-ci va nous donner une carte comme ça, une carte verte comme celle-là. Donc il n'y a aucun point sur ces cartes, mais elles vont s'utiliser exactement comme les autres cartes qu'on achète. C'est-à-dire que, par exemple, pour le joueur qui aurait la carte gouvernement et qui va gagner un point par carte rouge, bon, s'il a des vraies cartes rouges qui donnent déjà un point, bon ben voilà, ça fera un point de plus. S'il a aussi des cartes rouges tirées grâce au traité devant lui, bah elles vaudront aussi un point. Voilà. Et il y a d'autres cartes de traité, par exemple, qui vont nous dire le joueur qui aura obtenu le plus de cartes rouges pendant la partie va gagner 7 points pendant la phase de scoring. Bon, bah, dans ce cas-là, ces cartes-là comptent aussi pour savoir qui a le plus de cartes rouges. Ce qu'on peut trouver aussi dans les cartes de traité, c'est des capacités. Alors, je vais essayer d'en trouver une. Et vous allez voir aussi que dans les cartes de traité, donc, il y a ces symboles-là qu'on peut retrouver sur certaines cartes et qui sont très importantes pour avancer sur les tableaux d'allégeance. Et ça, on y reviendra après. Ben voilà, par exemple, la triade. Ça, c'est une capacité. Donc cette carte-là, par exemple, si on la joue, elle va rien nous donner en point de victoire, sauf quand même une carte de science, une carte générique de science. Mais en tout cas, quand on va la jouer, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ce que j'ai déposé là-bas, la tuile, une des tuiles là-bas. Voilà. Donc là, par exemple, on aurait gagné la triade avec cette carte. On aurait pris la tuile de triade. Et qu'est-ce qu'elle aurait fait? Chaque fois qu'on posera des meeples, des agents sur la troisième carte, eh ben on aura 2 points supplémentaires de base sur cette carte. Donc si je pose 2 meeples, ça fait 2, plus 2 points, parce que j'ai la triade, donc ça fait déjà une valeur de 4 pour obtenir cette carte. Voilà. Voilà des exemples de traités qu'on peut trouver. Donc les traités sont très importants pendant la partie. Au départ, moi, lorsque j'ai fait ma première partie, je me suis dit, les traités sont tellement importants et c'est tellement compliqué d'en avoir de nouveaux pendant la partie. Il y a des traités, justement, quand on les pose, qui permettent d'aller chercher d'autres traités, par exemple. Sinon, la seule façon, c'est de se faire booter d'une carte pour obtenir une nouvelle carte de traité. Et je me disais, du coup, c'est un petit peu aléatoire, parce que si on tombe sur des traités en début de partie, qui fonctionne bien avec les cartes qu'on obtient au fur et à mesure de la partie, bon, du coup on risque d'avoir plus de points à la fin de la partie que celui qui est tombé sur des cartes qui correspondent pas du tout à ce qu'il arrive à obtenir. Alors forcément, déjà ça va dépendre si un joueur joue bien ou pas. On va essayer d'avoir tant qu'à faire des cartes qui correspondent au traité qu'on a en main, bien entendu, mais ce ne sera pas toujours possible. Mais je trouvais ça un petit peu déséquilibré. Mais en fait, c'est que en jouant un petit peu plus souvent, je me suis rendu compte que oui, les cartes de traité sont très importantes, mais il y a d'autres façons de scorer. Même quand on arrive à jouer que 2 ou 3 cartes de traité pendant la partie, et qu'un autre joueur arrive à en sortir 5 ou 6, mais il y a quand même moyen de gagner, en jouant plus sur les tableaux d'allégeance, en jouant plus sur les cartes vertes, en obtenant plus de cartes vertes pour faire scorer encore plus nos cartes de couleur, etc. Donc il y a franchement moyen d'y arriver, même si on s'en sort pas avec nos cartes de traité. Que dire d'autre? Donc ça c'est le fonctionnement de base. Donc on va jouer pour les 3 cartes les plus à gauche, on va placer nos agents, etc. Et puis à la fin du round, donc on va jouer une phase de traité où on va pouvoir en jouer un chacun notre tour. Ok. Petite chose à savoir aussi, c'est le... comment il s'appelle celui-là? J'ai regardé dans le livre de règles comment on le nomme exactement. C'est le superviseur. Voilà. Il y a forcément un joueur qui va être le premier joueur pendant la partie. Et bien ce joueur, il va prendre le meeple du superviseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être premier joueur, d'accord? Mais en plus, le superviseur, au moment de commencer à jouer, il va toujours prendre 2 nouveaux agents de sa réserve. Donc c'est même la façon principale de gagner des agents dans ce jeu, c'est d'avoir
comment dire, le jeton de premier joueur, le jeton du superviseur. Donc, on commence avec 3 meeples, je vous rappelle. Eh ben, celui qui commencera la partie, lui, il aura 5 meeples, du coup, pour commencer, puisqu'on prend 2 agents quand on a le superviseur en début de tour. Donc, à la fin du tour, ce sera au joueur rouge d'avoir le jeton de superviseur, et donc, au début de son tour, il prendra, lui aussi, 2 nouveaux agents, etc., etc., etc. Par contre, celui qui a le jeton de superviseur ne peut faire que 2 des 4 actions possibles pendant un tour. Alors qu'est-ce que c'est que ces 4 actions? Je vous les ai pas encore présentées. La première action, c'est tout simplement de poser des agents sur une carte pour obtenir la carte. C'est l'action principale, c'est celle qu'on va faire logiquement le plus souvent, mais il y en a 3 autres possibles. La seconde, elle est très simple, c'est tout simplement, pendant notre tour, d'aller chercher un nouvel agent dans notre réserve. Voilà. C'est très simple, c'est pas forcément l'action qu'on cherche à faire en premier parce que elle nous rapporte pas de points de victoire, elle nous permet pas d'obtenir de cartes, rien du tout, mais c'est toujours utile d'avoir un agent de plus, donc par moment on va le faire. Ok. Troisième action possible, c'est d'aller chercher une de ces cartes. Une carte d'opération. Alors les opérations c'est quoi? C'est des cartes qui vont c'est des tuiles qui vont nous donner immédiatement un très joli nombre de points de victoire. Donc c'est hyper tentant d'aller les chercher. Mais il y a 2 choses qui vont nous freiner. Déjà, le nombre d'agents dont on va avoir besoin pour obtenir une tuile. Donc, vous voyez, pour la première tuile, il va me falloir 5 agents. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je mette 5 agents sur la tuile pour pouvoir la revendiquer et la mettre devant moi. Très bien. Vous vous souvenez qu'à la fin du tour de chaque joueur, on récupère un agent par carte ou par tuile. Ok. Mais qu'est-ce qui arrive pour tous les agents qui sont restés sur une tuile d'opération? Eh bien, on les défausse tous. On considère qu'ils ont été sacrifiés pour réussir l'opération. Donc, une carte de tuile est très très coûteuse parce que du coup, nos agents retournent dans notre réserve et on ne peut plus s'en servir tant qu'on ne les a pas récupérés grâce au superviseur ou en faisant une action pour récupérer un agent. Autre chose qui va nous freiner dans le choix de revendiquer les tuiles d'opération, c'est que si moi je revendique la première tuile, très bien, elle va me coûter 5 agents, enfin 4, je vais mettre 5 dessus, et je vais toujours récupérer un agent à la fin du tour, donc elle m'aura coûté en tout 4 agents que je vais remettre dans la réserve, mais en plus, je libère la prochaine tuile. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que le prochain joueur à acheter une tuile, lui, va gagner 8 points de victoire. Et puis, le prochain joueur à acheter une tuile va gagner 10 points de victoire. Et vous voyez, thématiquement, en plus, ça se suit. On imagine que ce sont les joueurs qui s'organisent, qui cherchent à provoquer une guerre dans un pays tierce pour gagner plus de pouvoir dans leur propre pays, pour gagner plus de pouvoir auprès des lobbies, du pétrole, etc. On peut tout imaginer, c'est très très cynique. La première commence par l'élimination des obstacles, donc on imagine de journalistes, etc. La seconde par l'élimination des leaders politiques qui sont contre notre décision de faire la guerre. Troisième, voilà, on sponsorise des guérillas. Quatrième, voilà, on organise des coups, donc qui vont faire tomber des politiques dans le pays même. Cinquième, voilà, on aide une révolution qui va déstabiliser le pays. Et sixième, on envoie l'armée. Donc voilà, c'est très très cynique. Mais ce que vous voyez, ce qu'il faut retenir mécaniquement, c'est que si moi, je prends la première tuile, forcément, je vais avoir plein d'agents éliminés. Je vais avoir du mal à prendre la deuxième tuile dans la foulée. On est d'accord. Mais c'est possible, hein, je l'ai déjà fait pendant une partie. J'ai réussi à prendre la première tuile et la deuxième d'affilée, ce qui m'a permis de faire 14 points d'un coup. C'était assez fort. Mais par contre, il faut vraiment bien s'organiser parce que ce qui risque d'arriver, c'est que si moi je prends cette tuile, logiquement, il va me falloir un certain temps pour récupérer les agents nécessaires pour récupérer une nouvelle tuile. Donc c'est un autre joueur qui risque de gagner cette tuile. Et à son tour, si lui, il gagne cette tuile, du coup, il va laisser très certainement un autre joueur gagner la tuile suivante qui permet d'avoir encore plus de points de victoire, etc. Donc ça, encore une fois, thématiquement, ça fonctionne très bien parce qu'on a l'impression, avec les cartes tuiles, qu'il y a une escalade.
Voilà. Et que pendant une partie, les joueurs vont se regarder et vont s'observer pour savoir si moi je prends telle tuile, est-ce que lui là, il va pas réussir à prendre la tuile juste derrière. Dans ce cas-là, on va peut-être renoncer pour éviter à un autre joueur de ramasser encore plus de points de victoire que nous. Donc ça, c'était la troisième action possible. Troisième action, aller chercher une tuile, qui va être très coûteuse en agent, mais qui va rapporter beaucoup de points. Et la quatrième et dernière action possible, c'est d'aller chercher sur un tableau une allégeance. Alors vous voyez, il y a 4 allégeances différentes. Il y a les Nations Unies, le Comintern, donc vous voyez avec une espèce de thématique un peu communiste, Spyware, donc les services secrets, et le Deep State que j'expliquerai à la fin. Il est un petit peu particulier celui-là. Deep State qui donne son nom au jeu, donc il va être un petit peu particulier. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut obtenir une allégeance et à quoi ça sert? Alors déjà, pour obtenir une allégeance, vous voyez, on regarde en bas à droite, on commence toujours par la première case, puis on va vers la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. On regarde en bas à droite ce que ça va coûter. Alors ça dépend du tableau, hein. Ils n'ont pas tous les mêmes coûts. Donc par exemple, pour rejoindre les Nations Unies, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va falloir sacrifier un agent. Donc sacrifier un agent, ça veut dire que on imagine, à ce moment-là de la partie, j'ai 5 agents actifs, je suis obligé d'en sacrifier un et de le remettre dans la réserve. Voilà, pour pouvoir aller sur le tableau des Nations Unies. Pour le Comintern, on m'aurait plutôt demandé de sacrifier 2 agents. Voilà, par exemple. Voilà les différences. Ensuite, ce qu'on fait quand on a voulu avancer sur le tableau d'une allégeance, c'est qu'on va prendre un meeple restant dans notre réserve et on va le poser sur la première case. Et ce meeple, on ne pourra jamais le récupérer pendant la partie. Ça veut dire qu'une fois qu'on a choisi une allégeance, eh ben, on la garde, et elle va nous coûter un meeple de moins, donc on n'aura plus que 9 meeples pour le reste de la partie. Ok. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va dépendre des allégeances. Les Nations Unies, elles vont nous permettre, au premier niveau, de récupérer un agent de plus à la fin de chaque tour sur nos cartes. C'est-à-dire que si j'avais, on imagine que ça c'est les cartes que j'ai devant moi, j'avais 3 agents sur cette carte, j'en avais 2 sur celle-là. Normalement, à la fin de mon tour, je suis censé reprendre un agent sur chaque carte. Et ben, si j'ai un agent sur la première case des Nations Unies, je peux récupérer un agent supplémentaire sur mes cartes. Si j'en avais eu 2, j'aurais pu en récupérer 2 supplémentaires. Par exemple, 2 ici, ou une ici, un ici et un ici, voilà. Et troisième case, je peux récupérer jusqu'à 3 agents supplémentaires à la fin de chaque tour. Donc c'est très 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 puissant. Ça va donner des pouvoirs, en gros. Le Comintern, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'aller chercher, si on est sur la première case, un de ces jetons qu'on voit là-bas. Ils servent à quoi? Eh ben, ils remplacent tout simplement un agent sur une carte. Quand je décide à mon tour de revendiquer une carte, en posant un agent, 2 agents, enfin peu importe le nombre que je décide d'en revendiquer, eh ben, je pose en même temps mon jeton d'agent fantôme, c'est comme ça qu'on les appelle, les Ghost Agents d'agent fantôme avec. Donc ça fera toujours un point de plus sur la carte. Voilà, ça se joue tout simplement comme ça. Ça permet à moindre coût, en utilisant moins d'agents, d'arriver ou au prérequis de la carte, ou de surinfiltrer une carte. C'est comme ça qu'on appelle cette action, de surinfiltrer une carte en mettant plus que nécessaire pour éviter de se faire prendre la carte ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Et puis bien sûr, si un autre joueur arrive avec ses agents et que lui aussi il a des agents fantômes, il va aussi les mettre sur la carte pour me booter, etc. Donc voilà. Au deuxième rang du tableau du Comintern, on en aura 2. Et au troisième, on en aura 3. Alors, dans ce cas-là, tout simplement, on retourne un pion, voilà, qui représente 3 agents. Par contre, ces agents-là, ils peuvent servir seulement que pour les opérations. Mais pour les opérations, c'est très pratique, parce que du coup, on perdra moins d'agents à envoyer des agents fantômes, parce que les agents fantômes, on les perd jamais. Ou alors, on les pose sur une carte. On ne peut jamais les utiliser pour la demande d'un traité ou pour les tableaux d'allégeance. Et enfin, troisième tableau, celui-ci, il va nous permettre de, dès le premier tour,
d'aller revendiquer une carte supplémentaire pendant notre tour. Celui qui a les agents secrets au niveau 1, lui, il peut choisir entre les 4 premières cartes, ce qui est franchement très puissant, puisque s'il est le seul, du coup, à avoir des agents, enfin avoir un agent sur le tableau d'agents secrets, eh ben, il peut mettre le nombre de meeples qu'il veut, enfin en respectant les prérequis bien entendu, sur la 4e carte, puisque de toute façon, personne ne pourra la revendiquer à part lui. Il est sûr que personne ne viendra lui voler. Sur la 2e case, on a le droit d'aller chercher une case supplémentaire, donc jusqu'à 5 cartes, jusqu'aux 5 premières cartes les plus à gauche, et au 3e niveau, jusqu'à 6 cartes les plus à gauche. Voilà comment fonctionnent les tableaux. Alors je ne vous ai pas parlé des 2 cases en dessous, pour chaque tableau. Vous avez vu, hein, c'est pareil, c'est super thématique. Les initiatives d'EP sur les 3 premiers, les forces d'EP sur le 4e tableau. On imagine que les forces d'EP, ça reste quand même des forces militaires qui vont contrôler le pays. C'est très cynique, hein, comme je vous ai dit. 4e hégémonie, ou plutôt une hégémonie. Donc avec on imagine le GI ou quelle que soit sa nationalité, avec son grand sourire, qui est en train d'envahir un pays, quoi. C'est vraiment très cynique. Enfin, tout ça pour vous dire, les 2 tableaux du dessous, les 2 cases les plus en bas de chaque allégeance, elles vont rien donner de plus en termes de mécanique. Si on a déjà les 3 agents qu'on va pouvoir récupérer en plus à chaque fin de tour sur nos cartes, ok, très bien. Sur la carte, eh ben, on va toujours avoir nos 3 agents. Pareil pour le Coming Turn, on aura 3 agents fantômes, comme si on était sur la 3e case. On gagne rien de plus. Par contre, ce qu'on gagne, et c'est très important, en arrivant sur la 4e case, c'est 20 points de victoire à la fin de la partie. Et oui. Et si on arrive sur la toute dernière case d'une allégeance, on gagne 40 points de victoire, ce qui est absolument énorme. Quand je vous disais qu'on n'est pas obligé, pour gagner la partie, d'avoir énormément de traités, bah oui, si on a des traités qu'on n'arrive pas forcément à réaliser, ou si un joueur a réussi à obtenir plus de traités que d'autres, etc., bah, nous, on peut jouer sur d'autres tableaux. Voilà, on peut essayer de gagner différemment, tout simplement en allant plus loin sur les tableaux d'allégeance, par exemple. Sachant que on a un certain nombre d'actions au long d'une partie, et le nombre d'actions qu'un joueur aura déployé pour obtenir les prérequis pour ces traités, par exemple, bah, c'est des actions qu'il n'aura pas mis pour avancer sur les tableaux. Voilà. Donc ça s'équilibre très bien. Moi, je pense que le jeu est très très bien équilibré. Il est vraiment bien peaufiné, quoi. Par contre, voilà, j'y viens. J'avais pas encore parlé des cartes violettes. Les cartes violettes, c'est celles qui vont nous donner les symboles qui vont permettre d'avancer sur les tableaux. Parce que comme vous le voyez, pour chaque carte, enfin pour chaque tableau, la première case est toujours gratuite, entre guillemets. Elle va nous demander de dépenser des agents, mais par contre, elle ne nous demande pas d'avoir un symbole qui correspond à l'allégeance qu'on va obtenir. Ok. Par contre, dès la 2e case, il va falloir commencer à avoir un symbole donc, qui correspond à l'allégeance voulue. Donc, par exemple, le conseiller permet d'avoir une allégeance aux Nations Unies. Je ne vais pas toutes les sortir, là il n'y en avait pas d'autres, mais je peux vous montrer quand même hein, rapidement. Voilà, l'agent spécial, l'agent secret, lui, tout simplement, il va donner ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Hop, on la voit plus. Voilà, il va donner l'espèce de symbole de clé là, qui va permettre d'avoir une allégeance, donc en espionnage. Et je peux vous montrer la dernière si je la trouve. Bon, je la trouve pas, mais le courrier, voilà. Et Labor Union qui va nous donner un symbole du Coming Turn pour pouvoir avancer sur le Coming Turn. Mais comme vous le voyez, très rapidement, on va nous demander 2 clés et non plus une. Enfin, 2 symboles et non plus un. Donc, ça va commencer à être compliqué parce que, par exemple, sur une partie à 3 joueurs, si je ne me dis pas de bêtises, des conseillers, il va y en avoir que 2 dans tout le deck. Des Force Union, il va y en avoir que 2. Et des agents secrets, il va y en avoir que 2. Ça veut dire que ça va coincer au bout d'un moment entre les joueurs qui vont se partager les cartes parce qu'ils veulent tous les deux avancer sur le Coming Turn, par exemple, ou sur les Nations Unies, ou tout simplement un joueur qui va faire exprès
de récupérer une carte conseillée pour qu'un autre joueur ne puisse pas avancer sur le tableau. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire pour continuer à avancer, bah, c'est utiliser ce que je vous avais montré tout à l'heure, des cartes de cercle intérieur, donc des lobbies, des puissances cachées, des familles puissantes ou des lobbies puissants qu'on va rajouter sur les cartes. On va rajouter sur une de nos cartes qu'on possède pour doubler le nombre de symboles sur cette carte. Donc du coup, si je mettais un inner circle sur mon conseiller, il serait considéré comme ayant 2 symboles, donc il me permettrait de continuer à avancer. Et l'autre chose qu'on va aller chercher qui va nous permettre d'avancer aussi sur les tableaux, bah, c'est certaines cartes de traité. Alors je vais en trouver une, par exemple celle-ci donne un symbole comme in turn si on la joue, les anarchistes. Si on arrive à la jouer, on aura un symbole d'office pour avancer sur le common turn. Et donc le but, c'est d'essayer d'en avoir un maximum. On peut se dire pendant une partie, moi j'ai envie d'avancer au maximum sur les Nations Unies pour avoir pour récupérer plus d'agents. Ok. Et finalement, les 20 points m'intéressent pas. Bien sûr, j'aimerais les avoir, mais je cherche pas forcément à obtenir 3 symboles, ce qui est très compliqué, et je m'arrête là. Par contre, on peut se dire, bah si, moi je vais essayer d'obtenir 20 points, voire 40 points de victoire, mais alors là, il va falloir se sortir les doigts, mes amis, parce que c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Rien que pour en avoir 3, il va falloir bien se battre contre les autres joueurs, bien attraper les cartes qui permettent d'avoir les symboles avant eux, et alors 4, moi j'ai pas encore vu, j'ai pas fait énormément de parties pour l'instant. J'ai fait 3 parties multijoueurs, j'en ai fait une en mode solo, donc voilà, j'ai pas encore énormément d'expérience, mais en tout cas j'ai encore vu personne réussir à obtenir, à arriver sur la dernière case d'un tableau. C'est pas passé loin à une de mes parties, mais c'est jamais arrivé. Donc c'est très compliqué pour les obtenir, mais ça demande une stratégie à long terme. Encore une fois, de planifier sur le long terme et d'avoir une vision de ce qu'on veut faire sur le long terme pendant la partie. Vu qu'il y a très peu d'éléments qui permettent d'avoir 4 symboles pendant la partie, bah c'est pareil. Les cartes vertes, par exemple le gouvernement, il va y en avoir que 2 ou 3, je sais plus exactement, dans une partie à 3 joueurs. Donc si on a un traité qui nous demande d'avoir une carte gouvernement, il va falloir sauter dessus très rapidement. Donc il faut vraiment, comment dire, pas seulement anticiper, mais avoir une vue à long terme et des stratégies pour arriver à nos fins et se fixer sur certains objectifs et surtout, dans ce jeu, avoir toujours un plan B. Si on a décidé absolument de jouer tel traité parce qu'il va très bien avec ce qu'on cherche à faire, mais que les prérequis du traité, un joueur nous les a sifflés avant et qu'on n'avait rien prévu d'autre, on va se retrouver sans point de victoire. Par contre, si j'avais prévu entre autres aussi d'avancer sur les Nations Unies et que finalement mes traités j'arrive pas trop à les faire, mais qu'en plan B j'arrive à avoir peut-être 3 symboles des Nations Unies et avancer sur les Nations Unies, je vais quand même faire 20 points d'une autre manière, etc. Il faut avoir plusieurs plans en tête, des stratégies en tête, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce jeu. Donc je vous ai présenté à peu près tous les aspects. Donc celui que j'avais gardé pour la fin, donc, de tableaux d'allégeance. C'est moi qui les appelle les tableaux d'allégeance. Oui, c'est un tableau. Eux, ils appellent ça les World Domination Projects. Voilà, les projets de domination du monde. Encore une fois, c'est bien dans le thème. Alors, le dernier, donc, c'était le Deep State. Là, on part vraiment dans le délire complotiste avec une espèce d'organisation derrière les États qui tentent de contrôler le monde et qui tentent de contrôler nos vies. Voilà. Et c'est un petit peu particulier parce que cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, il y a un symbole. Ça nous demande dès la première case un certain symbole, mais c'est pas un symbole qu'on va trouver forcément sur les cartes violettes cette fois-ci. On peut en trouver sur les cartes violettes, mais on peut aussi en trouver sur n'importe quel type de carte. On en trouve en général, plus la carte est importante et plus on va en trouver. Ça c'est clair. Une carte verte, souvent il va en avoir une. Il y a certaines cartes qui vont en avoir 2, des cartes très puissantes. Mais on peut aussi en trouver sur des cartes basiques. Par exemple, celle-ci en a une. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on a ces cartes-là devant nous, qu'on les a déjà obtenues, et qu'on veut avancer sur le tableau du Deep State, on va non seulement devoir sacrifier un agent, par exemple, pour arriver sur la première case, mais on va aussi devoir sacrifier autant de symboles sur nos cartes que ce qui est demandé sur la case. Donc, par exemple, ici, on nous demande 2 symboles, comment ils les appellent déjà, 2 symboles d'intérêt.
Donc ça veut dire que il faudrait que je crame 2 cartes avec un symbole d'intérêt, ou alors une carte avec 2 symboles d'intérêt, ou une carte avec 3 symboles d'intérêt, peu importe, mais il faut que j'arrive, au bout du compte, à me défausser d'autant de symboles d'intérêt que ce qui est demandé par la case. Donc, pour avancer sur le deep state, c'est quand même très 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 coûteux, parce que ça nous demande de sacrifier des cartes qu'on s'était quand même bougé le popotin pour obtenir. Donc ces cartes, on les sacrifie et elles vont être défaussées. Donc c'est très très coûteux pour avancer sur ce deep state. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que à chaque fois, en fait, ça fait la même chose à chaque case. À chaque fois qu'on avance sur une case du deep state, on va avoir le droit de jouer une de nos 4 cartes de traité. Enfin, une 4 ou 5 ou 6, ou en tout cas, ça dépend du nombre qu'on a réussi à obtenir pendant qu'on a obtenu pendant la partie. Ça nous permet de jouer une de nos cartes de traité gratuitement à l'instant même où on pose notre agent sur la case. Donc ça veut dire que la première fois que j'avance sur le tableau de deep state, je vais pouvoir prendre un de mes traités et le jouer sans faire attention aux prérequis. Et je joue immédiatement ma carte. Et je joue tous les effets de la carte, etc. Plus tard dans la partie, je vais avancer sur la deuxième case du tableau, je vais pouvoir refaire la même chose. Je vais pouvoir rejouer une carte de traité sans prendre en compte les prérequis. Et voilà, elle sera devant moi. Donc, tout ça, bien sûr, en dehors de la phase de traité, on est d'accord. Donc c'est très 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 puissant, mais très coûteux. Et comme c'est quand même, ça demande quand même énormément de sacrifices pour avancer, les 2 cases du dessous, comme pour les autres tableaux, ils vont pas donner de capacité supplémentaire. On ne pourra pas poser d'autres traités parce qu'on est allé sur les cases du dessous, mais par contre, comme c'est très très coûteux, elles vont donner un petit peu plus de points de victoire que les autres tableaux. Donc United Nations, c'est 20 et 40, c'est pareil pour le Comintern, 20 et 40 points de victoire, en deep state, avec le deep state, si on arrive à la 4e case, c'est 25 points, et la 5e case, Masters of the World, 50 points. Donc on va arriver à la fin de la partie, quand on sera arrivé à un moment où il va rester moins de cartes dans le deck que les 8, que les 9, que les 11 qu'on est censé mettre suivant le nombre de joueurs. Dans ce cas-là, on ne met pas les dernières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus, il va toujours rester dans une partie 2-3 cartes, entre 1 et 3 cartes, suivant le nombre de joueurs, qui ne vont pas être jouées. Donc par exemple, si c'est ces 3 cartes-là qui restaient au fond du deck, par exemple, il y a une corporation qui n'allait pas être jouée. Et une dernière chose encore que je n'ai pas montré, enfin avant-dernière chose, c'est la guerre. Alors la guerre, c'est quoi? C'est 2 cartes qu'on trouve dans le deck. Alors là, non, il n'y en avait pas ici. C'est 2 cartes qu'on trouve dans le deck. Je vais vous en montrer une. Décidément, j'ai du mal à les trouver. Voilà, en voilà une. Une guerre. Une guerre mondiale même. Alors celle-là, elle va arriver, comme toutes les autres, hein. Je place, pour 3 joueurs, je place mes 8 cartes pour mon round. Ok, pouf, on a tiré une carte de guerre. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va la mettre devant nous. Ok. Et du coup, il n'y aura que 7 cartes pour ce tour-ci. Pour ce round-ci, il n'y aura que 7 cartes à distribuer entre les joueurs. Et ce qui se passe pendant une guerre mondiale, pendant une guerre totale, c'est que pour avancer sur les tableaux, ça va nous coûter, pour tout le round, ça va nous coûter, tant qu'on sera en guerre, un agent de plus. Donc, pour commencer sur les Nations Unies, ça nous coûtera 2 agents. Pour continuer à la deuxième case, 3 agents. Troisième case, 4 agents, etc. Ça va toujours nous coûter un agent de plus. La guerre est coûteuse en vie humaine. Très bien. Par contre, ça va nous coûter un symbole de moins pour avancer sur un tableau d'allégeance. Et alors ça, c'est la fête du slip pour les joueurs, parce que du coup, ceux qui veulent absolument avancer sur une allégeance vont essayer de tout faire quand une guerre mondiale va arriver. Quand une guerre va arriver, ils vont essayer de tout faire pour avancer sur leurs tableaux, les tableaux sur lesquels ils voulaient avancer. Parce que du coup, ça devient tout à fait possible pour 0 symbole d'avancer jusqu'au 2e niveau, ou pour un symbole d'avancer jusqu'au 3e niveau. Si une guerre arrive vers la fin de la partie et qu'un joueur est déjà bien avancé, ça va peut-être même lui permettre d'arriver jusqu'à la dernière case. Voilà. Donc très coûteuse en agent, la guerre.
mais par contre, elle permet de gagner beaucoup de pouvoir. Encore une fois, c'est très cynique, hein. C'est très bien foutu, c'est très thématique et très cynique à la fois, parce que du coup, les joueurs, par moment, vont attendre qu'une guerre éclate pour pouvoir gagner plus de pouvoir, pour pouvoir gagner... oui, pour pouvoir avoir plus de pouvoir, tous ces gens qui arrivent à faire leur beurre sur la guerre pour avancer leur pion et, sur l'échiquier mondial et gagner en puissance. Au coût de vie humaine, bien sûr, puisque ça va nous coûter plus d'argent pendant une guerre pour avancer. Donc voilà, encore quelque chose de très thématique. Faut pas prendre ça au premier degré, bien entendu, hein. Alors, petit point de règle que j'avais oublié d'expliquer, que je vais faufiler dans ma vidéo, je vais faire un petit montage, c'est que je vous avais dit, celui qui a le jeton du superviseur, il ne peut faire que 2 des 4 actions disponibles. Donc je rappelle les 4 actions, hein. Revendiquer une carte, s'acheter une tuile d'opération, avancer sur un tableau d'allégeance, ou alors, hop, je vais retirer les cartes actions, ou alors recruter un agent. Voilà les 4 actions possibles pendant une partie. Celui qui a le jeton de superviseur, et donc qui va avoir le droit de prendre 2 agents, hein, à son tour, il a déjà de la chance, entre guillemets, il va jouer en premier. Lui, par contre, il n'aura que 2 actions possibles. C'est soit revendiquer une carte, soit aller prendre une tuile d'opération. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il est obligé de faire soit l'un, soit l'autre. Voilà. Il ne peut pas choisir de ne rien faire. Donc un joueur qui gagnerait le jeton de superviseur, mais qui n'aurait toujours pas assez d'agents, par exemple pour aller sur une carte d'opération, sur la tuile d'opération actuelle, il serait obligé de jouer sur une des 3 cartes les plus à gauche, ou 4e, 5e s'il a des compétences en espionnage. Voilà. Et donc l'action d'aller recruter un nouvel agent supplémentaire, l'action de recrutement ou l'action pour avancer sur les tableaux ne lui sont pas disponibles tant qu'il n'a pas donné le jeton de superviseur au prochain joueur. Voilà, donc c'était, je pense, la dernière chose à vous montrer pour comprendre comment on joue à State Wars. Ah, pardon, State Wars. À Deep State. Il reste une chose quand même, c'est les cartes d'action qui sont facultatives. L'auteur nous dit qu'il faudrait plutôt s'en passer pour une première partie. C'est même très très conseillé de s'en passer pour une première partie. Ça dépend. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. En fait, ça dépend du style de joueur, de votre groupe de joueurs, en fait. Si vous avez des joueurs qui aiment un petit peu plus l'interaction, le fun, et puis les choses un petit peu imprévisibles dans leur partie, bah, dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux les intégrer. Voilà. Si c'est des joueurs qui sont pas très à l'aise justement avec les jeux un petit peu trop abstraits ou quoi, bah, ces cartes-là, elles vont permettre d'apporter un petit peu de fun, un petit peu d'imprévisibilité et un petit peu de pouvoir, de capacité que chaque joueur vont avoir chacun de leur côté. Donc ça peut être ça peut mettre un petit peu plus le pied à l'étrier de certains joueurs qui trouveraient sinon le jeu un petit peu trop abstrait pour eux. Voilà. Ça dépend aussi de la capacité de votre groupe à assimiler des règles facilement. Là, j'ai été long, mais franchement, le jeu, en quelques tours, il tourne très très bien, quoi. Je vous explique quand même les cartes actions, comment elles se jouent. Il y en a 6 différentes, et ça c'est une très très bonne idée selon moi, de ne pas en avoir mis trop de différentes, parce que du coup comme ça, on peut se souvenir un petit peu de ce que fait chaque carte, et au fur et à mesure qu'on les voit jouer par les joueurs, ben, on peut savoir qu'il n'y en a que 3 de chaque. Il y a 18 cartes en tout, il n'y en a que 3 de chaque. Si on en a vu 2 passer, on sait qu'il en reste plus qu'une on sait qu'il ne restera plus qu'un émissaire, par exemple. S'il y a les 3 émissaires qui sont passés, on sait qu'on est tranquille avec cette carte, qu'elle ne nous embêtera plus. Voilà, ça permet, ça apporte un petit peu d'imprévisibilité aux parties, mais pas trop. On peut quand même calculer un peu, se dire, ben voilà, telle carte est passée, donc je peux savoir qu'elle ne m'embêtera pas pendant mon tour, etc. Sinon, donc comment elles s'obtiennent? Eh ben, à chaque fois, dans un tour, dans le tour d'un joueur, qu'un joueur est censé récupérer un agent de sa réserve, eh ben, au lieu de récupérer cet agent, il aura le droit de tirer une carte action à la place. Voilà, voilà comment ça se joue. Donc je rappelle, hein, les cartes agents, les agents, on les récupère principalement en faisant une action de recrutement, c'est-à-dire en allant récupérer un agent
pour son tour, plutôt que de revendiquer une carte ou d'aller sur un tableau ou de jouer une opération. Voilà. Ou alors c'est en ayant le jeton de superviseur qui nous permet normalement de prendre 2 jetons, 2 agents de notre réserve. Et ben, dans ces cas-là, donc si je fais une action de recrutement ou si j'ai le superviseur et que je suis censé prendre 2 agents, ben, au lieu de prendre les agents, j'ai le droit à la place de tirer une carte. Voilà. Voilà comment ça se joue. Alors si je décide de me passer de mes 2 agents, j'aurais dû prendre avec le superviseur, je prends pas 2 cartes, hein, j'en prends qu'une quand même. Voilà. Et un joueur peut avoir jusqu'à 3 cartes d'action dans sa main. Toujours visible des autres joueurs. On ne voit pas lesquels c'est, mais les autres joueurs sont censés voir combien de cartes action on a. Si on récupère une carte action supplémentaire, ben on est obligé d'en défausser une. Et donc les cartes action, ben, elles vont donner des capacités qu'on va pouvoir jouer au début de son tour, juste avant de faire son action. On a toujours le droit de jouer qu'une seule carte action par tour de jeu. Et là, je pense avoir terminé l'explication hein, qui a été longue. Ça m'a duré plus d'1 heure pour vous expliquer un jeu qui est quand même relativement facile à comprendre. Un peu complexe. Hein. Vous voyez qu'il y a plusieurs mécaniques qui s'entremêlent et il y a plusieurs façons de scorer, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est ce qui rend vraiment le jeu intéressant. Donc voilà, mais ça aurait pu être expliqué franchement en un quart d'heure. On va dire un quart d'heure, 20 minutes. On explique le jeu. Là, j'ai mis un petit peu le triple, hein, c'est mon habitude. Moi, quand je fais des vidéos, je suis un petit peu lent, même pour jouer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même permis de comprendre à peu près comment ça fonctionne. Alors, comme prévu, je vais commencer une partie de Deep State en vous montrant... Hop, j'ai fermé la fenêtre. En vous montrant donc le mode solo du jeu. Qui dit mode solo dit intelligence artificielle, qui est très bonne hein, dans ce jeu. Mais moi j'ai trouvé que le challenge était intéressant et surtout c'est très facile à prendre en main. Alors j'ai beau ne pas souvent jouer avec les modes solo, là je comptais quand même montrer ce que ça donnait parce que j'ai trouvé ça très agréable dans ma première partie. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Absolument rien. On va jouer comme on jouerait une partie normale de Deep State. Par contre, on a un seul adversaire qui va être cette dame. Voilà, le HOC, Head of Classified. Et c'est contre lui qu'on va se battre. Lui, il va jouer aussi plus ou moins comme un joueur, mais avec quand même certaines différences que je vais expliquer tout de suite. Déjà, premièrement, une différence au niveau des cartes objectifs. Les cartes objectifs, au début de la partie, moi je vais en prendre 4, comme d'habitude. Lui, il va en prendre 6. Le HOC va en prendre 6. Et il va tous les garder. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fin de round, alors que moi j'ai droit de ne jouer, je le rappelle, qu'un seul objectif par fin de round, lui, il va pouvoir jouer ses 6 objectifs tant qu'il est capable de sortir les prérequis. En fait, dès qu'il peut sortir un prérequis, il joue un objectif. Et parfois aussi, l'objectif, enfin le fait de poser un objectif va lui donner un autre prérequis pour un autre objectif, etc. Donc le but du joueur contre le HOC, ça va être vraiment d'éviter que le HOC possède les prérequis pour ses traités pendant la partie. Ça va être une partie de notre stratégie, parce que les 6 cartes, et puis les éventuelles cartes supplémentaires que le HOC va obtenir pendant la partie, on les voit toujours, elles sont toujours visibles pour le joueur. Je vais les mettre à côté du HOC. Voilà, première différence. Donc il est capable de faire beaucoup de points. Par contre, on n'applique jamais le texte pour le HOC. Donc il va seulement prendre les points de victoire en haut à droite pour un objectif, et puis pour un traité, et puis il va prendre aussi les symboles ou les cartes correspondantes. Voilà. Et d'une. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de placer des agents sur les... Alors, j'ai pas encore sorti les cartes, je vais en sortir 2 pour montrer, voilà, 3 même. Lorsqu'il s'agit de placer des agents sur les cartes, ce qu'il va faire, en fait, ça va dépendre de s'il possède le superviseur ou pas. S'il possède pas le superviseur, il va tout simplement mettre le prérequis sur une carte. Voilà, par exemple, ici, le prérequis, c'est de 1. Alors, je vais prendre une carte qui demande... Voilà, par exemple, il y a le Inner Circle qui est là. Je vais le remplacer, c'est pour vous montrer. Hein. Donc,
Sur une carte qui demande 1 de prérequis, il met 1. Sur une carte qui demande 5, il va mettre 5 agents si c'est possible. Ok. Comment il choisit ses cartes? Bah, c'est assez simple. Hein. C'est rappelé ici, de toute façon. C'est la ligne du haut. En gros, il prend toujours les cartes violettes en premier. En allant de gauche à droite. Hein. S'il y en a plusieurs disponibles, il prend celle de gauche plutôt, et puis après celle la suivante, etc. Donc, il va prendre les cartes violettes en premier, les inner circle en second. Il va prendre les cartes vertes, les cartes de gouvernement, en troisième, et vraiment, s'il n'arrive pas à faire son choix, ben dans ce cas-là, il va prendre une carte de base. En allant toujours de gauche à droite, mais pour les cartes de base, il va quand même regarder le nombre de cartes vertes correspondantes avant. C'est-à-dire que si par exemple, il a 2 cartes vertes, cartes de gouvernement, de gouvernance, qui s'appelle comment déjà pour les cartes jaunes, qui s'appelle, bah c'est la bourse tout simplement. S'il a les 2 cartes de la bourse en vert, donc qui vont permettre de multiplier les points des cartes jaunes, et qu'il a une carte, je dis n'importe quoi, d'université pour les bleus, et pas du tout de carte pour les rouges, eh ben, il va sélectionner la carte jaune la plus à gauche, parce que c'est là où il a le plus de multiplicateurs de points devant lui. Voilà, très très simple. Par contre, si il a le superviseur, ce qui va se passer, c'est qu'il va choisir de la même manière, ce sera exactement pareil, mais par contre, il met toujours, s'il a le superviseur, le nombre d'agents requis plus 1. Donc sur une carte normale, il mettrait 2 agents. Sur une carte comme Inner Circle, il mettrait 6 agents, autant que possible. S'il n'a pas 6 agents devant lui, ça ne l'empêche pas de prendre la carte, dans ce cas-là, il en met que 5. Mais tant qu'il a suffisamment d'agents devant lui, il met toujours le nombre d'agents requis plus 1. Quand il a le superviseur seulement. Alors maintenant, comment ça se passe si, comment on appelle ça déjà, je surinfiltre au-dessus de lui, c'est-à-dire que je mets des agents, plus d'agents que lui sur une carte, eh ben c'est les règles de base, c'est les règles normales. Lui, il est obligé de retirer ses agents, il va tirer une carte traitée, très bien. Par contre, ce qui va se passer quand c'est lui qui surinfiltre, par exemple, lui, dans son ordre, il aimerait, dans cette situation, prendre le cercle intérieur. Moi, on va dire que j'ai déjà posé 5 agents dessus. Et ben lui, ce qu'il va faire, il va faire comme lorsqu'il a le superviseur. C'est-à-dire qu'il va toujours... Alors, il va commencer par regarder le nombre d'agents qu'il a devant lui. S'il en a suffisamment pour surinfiltrer, il va prendre la carte. Donc, si il en avait 5, par exemple, bon, ben voilà, moi j'en ai posé 5, donc il ne peut pas surinfiltrer. Il aurait eu 7 agents. Bien entendu, il aurait eu suffisamment d'agents pour surinfiltrer. Et dans ce cas-là, il aurait pu retirer les miens pour prendre la carte. Par contre, contrairement à une partie avec des vrais joueurs, ce qui va se passer lorsque le superviseur surinfiltre, lorsque le HOC par contre surinfiltre, c'est qu'il va, à la place de mes agents, toujours mettre le nombre d'agents requis de la carte plus 1. Alors que normalement, pour vous donner un exemple, si moi j'avais mis, allez, on va être fou, si j'avais mis 7 agents sur la carte, pour qu'un autre joueur surinfiltre l'inner circle, il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui mette au moins 8 agents. Alors, contre le HOC, donc les règles sont un peu différentes. Lui, dans ce cas-là, s'il avait eu au moins 8 agents devant lui, il pouvait surinfiltrer la carte, mais par contre, il ne mettait pas 8 agents dessus, mais le nombre d'agents requis, plus 1. Voilà. Alors ça, c'est une règle que j'avais pas suivie lors de ma première partie. Je m'étais pas rendu compte que ça fonctionnait comme ça, donc ça va être une découverte pour moi aussi. J'avais pas compris pourquoi ils avaient fait cette règle un petit peu tordue. Je viens seulement de comprendre, en fait, pendant la mise en place, j'y ai réfléchi un peu. C'est tout simplement pour éviter, ce que je n'avais pas fait pendant ma partie, parce que je suis sûrement trop gentil, pas assez tordu, j'en sais rien. Mais c'est pour éviter qu'un joueur, à un moment, se dise, tiens, je regarde l'ordre, je sais que le HOC va vouloir absolument cette carte, et ben moi, je vais mettre un nombre incalculable de meeple, enfin d'agents sur cette carte. De toute façon, je sais que lui, il en a assez pour surinfiltrer. Ensuite, moi, je récupère mes agents et une carte traitée, donc j'ai rien perdu. Mais lui, il a mis 9, 10 agents sur cette carte parce que j'en avais mis plein. Donc c'est pour éviter de berner l'intelligence artificielle et lui faire dépenser trop d'agents pour une carte qu'ils ont fait ça. Ce qui est pas bête, hein. Voilà. Que dire d'autre? Lorsqu'il y a une égalité dans les différents choix possibles, alors je n'ai pas encore expliqué comment ça se passe, hein, mais lorsqu'il y a une égalité dans les différents choix possibles de projets de domination mondiale, on va prendre ce que j'ai mis aléatoirement en début de partie, de haut en bas, c'est-à-dire que là, par exemple, le HOC va se spécialiser dans les Nations Unies. Voilà, ça aurait été comme ça, bah,
Ça, il aurait été plutôt du côté des cocos. Donc, en cas d'égalité, il choisit cet ordre. Il garde cet ordre. Alors, c'est la deuxième chose que j'avais pas suivie, moi, pendant ma partie. C'est que, normalement, une fois qu'il y a eu une égalité quelconque... Alors, elles arrivent rarement, en réalité, hein, dans la partie, les égalités. Ça arrive surtout lorsqu'on utilise les inner circles. Je vais expliquer juste après. J'ai pratiquement terminé hein, pour les règles de l'IA. C'est vraiment assez rapide à comprendre. Mais vous allez voir que l'inner circle a une règle particulière. C'est souvent avec cette carte qu'on va avoir une égalité. Il n'y a pas beaucoup d'autres cas de toute façon. Mais en tout cas, quand il y a ce cas d'égalité, donc du coup, on va plutôt avancer dans le projet de domination mondiale des Nations Unies. Et ensuite, hop, on met le jeton en dessous. Et la prochaine fois, ce sera chez les... dans le contre-espionnage. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout suivi pendant ma partie. En fait, j'avais laissé tel quel pendant toute la partie, moi. Je pensais que c'est comme ça qu'on s'en servait. Et pour être franc, ça n'a pas posé de problème. Je suppose que si on ne bouge pas les jetons, la partie risque d'être plus dure pour le joueur. Parce que du coup, le HOC risque d'être d'arriver plus facilement au bout d'un projet de domination et donc de faire 40 points si on n'alterne pas régulièrement. Mais franchement, au cas où vous trouveriez, vous possédez le jeu, vous trouveriez que le HOC reste encore un petit peu trop simple, sachant qu'il y a un mode facile, un mode normal et un mode difficile pour le HOC. Je vais pas expliquer les règles du mode difficile, qui rajoutent encore certaines petites règles qui le rendent plus hard, de toute façon. Je vais pas expliquer ces règles, mais bon, elles existent et je pense que le challenge est déjà relevé. Hein. Mais en tout cas, pour celui qui trouverait ça peut-être un peu trop facile en normal ou je sais pas, moi je vous conseille de faire ce que j'ai fait par accident la dernière fois, c'est de laisser les égalités telles quelles. Ça va permettre au HOC de se spécialiser encore plus dans un projet de domination particulier. Pour cette partie, en tout cas, je vais utiliser toutes les règles telles qu'elles doivent être utilisées. Alors, dernière chose, donc justement, comment il va rentrer sur les projets de domination? Eh bien, à chaque fois qu'il va jouer un traité, sur lequel on a un symbole qui correspond à un projet de domination, eh bien, il va avancer sur ce projet de domination, toujours en mettant un agent dessus. Hein, donc, voilà. Il va avancer sur ce projet de domination. Voilà. Et à chaque fois qu'il va acheter une carte violette, c'est pareil, il va avancer sur le projet de domination correspondant. Et enfin, à chaque fois qu'il récupère un inner circle, il va jamais s'en servir tel que les joueurs s'en servent pendant la partie. Je le rappelle, pour les... Alors, je vais les appeler les lobbies, parce que je sais pas comment... C'est pas du tout la traduction lobby, hein, mais je sais pas comment le traduire de manière un petit peu jolie en français. Le cercle intérieur, donc voilà, des familles puissantes qui viennent se mettre derrière un projet, ou j'ai appelé ça des lobbies. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc nous, en tant que joueurs, les lobbies, on va les mettre derrière une carte, alors en général pas les cartes de base, plutôt des cartes vertes, etc., pour rendre la capacité de la carte plus puissante. Ok. Lui, il va pas s'en servir de cette manière. C'est tout simplement quand on prend le cercle intérieur, ça lui permet d'avancer donc sur un projet de domination en suivant cet ordre. Voilà. Ok. Et pour le scoring final, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec les humains. Je revérifierai quand même. La dernière chose à prendre en compte, c'est les guerres. Parce que si vous avez regardé, j'ai pas du tout parlé des opérations. Voilà, parce que du coup, il s'en occupe pas des opérations pendant la partie, le HOC, sauf justement au moment où il y a une guerre. Lorsqu'on tire une carte guerre, donc nous on va agir de la même manière que d'habitude, lui, dans son ordre de choix, vous voyez que les choix vont être différents. Voilà, ça c'est en cas de guerre, ça veut dire, donc il va suivre le même ordre la plupart du temps, mais avant de prendre une carte rouge, blablabla, il va essayer de rentrer sur une carte opération, avant tout. Voilà. Avant les cartes de base. Voilà, tout simplement. Donc c'est seulement en temps de guerre que le HOC va s'occuper des cartes, d'essayer de choper des opérations. Ok, voilà. Vous savez tout sur la manière dont fonctionne le HOC. Je vous ai dit, hein, c'est très simple. C'est bien expliqué dans les règles qu'en cas de conflit à un moment ou un autre, un moment où un très rare cas où on ne peut pas décider grâce aux règles de ce que va faire le HOC, on prend en compte
de faire entre les deux choix ce qui est le plus avantageux pour le HOC. J'aime bien, moi, parce que souvent, ce qui me gêne maintenant, aujourd'hui, dans les règles solo, c'est que on veut absolument traiter la moindre, comment dire, le moindre aspect. Et des fois, c'est un surplus de règles inutiles. Des fois, quand voilà, il y a des moments où une règle solo va se retrouver dans un cas où il y aura un petit choix à faire pour le joueur, à la place de l'intelligence artificielle. Voilà, si ça peut fluidifier le jeu, de laisser le joueur choisir le meilleur choix pour l'intelligence artificielle à ce moment-là, plutôt que rajouter un panel de règles pour que ce petit couac soit réglé de manière mécanique. Moi, je préfère la première solution en général. Ça rend les IA plus fluides, quoi. Donc là, c'est le cas ici. Les auteurs ont cherché à faire quelque chose de simple, où il y a du challenge, et il va vraiment y en avoir. Moi, j'ai essayé que le niveau normal pour l'instant, et c'était assez costaud la dernière fois. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. La partie était assez passionnante. Bon, du coup, mise en place, dernière chose à mettre en place. Je vais prendre mes 3 agents, comme d'habitude. Dans une partie solo, c'est toujours le joueur qui a le superviseur en premier. Je prends 3 agents pour le HOC. Donc, qui veut dire Aid of Classic Feed. Alors, je l'ai déjà dit, je crois, mais dans les règles de jeu, tout est expliqué de manière, comment dire, de manière thématique. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a toujours un petit paragraphe qui explique thématiquement pourquoi cette règle est là, etc. Donc, le HOC, je pense que voilà, il représente quelqu'un réellement dans l'univers de Deep State, une espèce de gouvernement central, je sais pas trop. Je suis pas allé voir en réalité. Mais voilà, il s'appelle pas comme ça pour rien, je pense. Donc, ce que je vais faire pour la mise en place aussi, c'est que je vais prendre 6 traités. Je sais pas si je les ai rebattus. Je vais prendre 6 traités pour le HOC. Alors, je me rends compte qu'il y a une dernière chose que j'ai pas expliquée pour le HOC, qui est quand même très importante. Je le ferai après lui avoir donné 6 traités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce sera les siens. Tiens, je vais même faire un pour moi, un pour lui. Pour moi, un pour lui. Pour moi, un pour lui. 3. Un pour moi, un pour lui. Un pour moi, un pour lui, un pour moi, un pour lui. Voilà. Donc, ça va être les 6 traités. Oula, il y a beaucoup de verres. Ok. Ça va être les 6 traités de mon HOC. Je vais les mettre de côté pour l'instant, et puis on ira les étudier tout à l'heure pour savoir comment l'empêcher au maximum de s'en servir. Ok. Ensuite, je regarde les miens. Et moi, je vais en choisir... je vais en choisir 2. 4. Alors, je vais faire mon choix maintenant et je reviens.